Ce que Sofia González était sur le point de découvrir cet après-midi-là dans le château Montero changerait non seulement son destin, mais celui d'une famille entière, marquée par des décennies de mensonges. Qu'est-ce qui pousse un homme d'affaires millionnaire comme Pablo Montero, héritier des vignobles les plus prestigieux de Guadalajara, à vivre prisonnier dans sa propre forteresse de pierre rose? Et qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme aux yeux verts comme des émeraudes, qui nettoie les maisons des autres, après avoir été humiliée à l'hôtel de son village, soit la seule capable de voir au-delà des murs qu'il a lui-même construits, entre des couloirs qui sentent les secrets anciens et des salons où les portraits semblent murmurer des vérités interdites? Elle trouvera un médaillon qui déclenchera une tempête de révélations. Alors que les ombres du passé menacent de détruire l'empire Montero, deux âmes brisées par le rejet découvriront que les plus grands trésors ne se trouvent pas dans des coffres forts, mais dans les cœurs courageux qui osent aimer sans condition. Parce que parfois, ce qui commence comme un simple travail de ménage peut devenir la clé qui ouvre les portes de l'amour véritable, celui qui fleurit même dans le sol le plus oublié. L'eau froide goûtait de son front pour tomber sur le coûteux marbre italien du sol. Marie Dubois, 25 ans, ses yeux verts brillants d'un mélange de détermination et de douleur contenue, frottait avec plus de force le cadre doré de l'immense tableau. Ses mains, rougies par l'effort et le chlore, ne tremblaient pas. Plus maintenant. Elle avait appris à contrôler le tremblement qui l'avait accompagnée pendant des mois après ce matin fatidique à Saint-Rémy-de-Provence. Le château Beaumont se dressait comme un géant de pierre rose aux abords de Bordeaux, ses murs centenaires gardant des secrets que même le temps n'avait pu effacer. Les vignobles s'étendaient comme une mer verte à perte de vue, ordonnée en rangées parfaites qui contrastaient avec le chaos qu'avait été sa vie ces 6 derniers mois. Marie s'arrêta un moment, observant le visage sévère de la femme sur le tableau. Dame Marguerite Beaumont de Villeroy, selon la plaque de bronze. Les yeux de la dame semblaient la suivre pendant qu'elle nettoyait, comme si elle savait quelque chose que Marie ne comprenait pas encore. « Ça va, ma petite ?» La voix chaleureuse de Madame Colette, la gouvernante, la sortit de ses pensées. La femme âgée s'approcha de sa démarche caractéristique et lente, ses chaussures résonnant sur le sol de marbre. « Oui, Madame Colette, je nettoie juste ce tableau que Monsieur Beaumont a dit qu'on ne touche jamais. » L'ancienne fronça les sourcils, les rides de son visage hâlé se creusant. « Tu parles du portrait de Dame Marguerite ? Oh, mon enfant ! Monsieur Antoine a spécifiquement ordonné de ne jamais... » Un fracas interrompit ses paroles. Le cadre avait bougé, révélant un compartiment secret parfaitement dissimulé. Dans le petit espace, couvert de décennies de poussière, gisait une lettre jaunâtre attachée avec un ruban décoloré et un médaillon en or avec le blason familial. Un aigle doré tenant une vigne entre ses serres. Avez-vous déjà découvert un secret qui a changé tout ce que vous pensiez savoir? Dites-moi de quelle ville vous me regardez et si vous avez déjà trouvé quelque chose d'inattendu. N'oubliez pas de vous abonner pour savoir ce qui arrivera avec cette mystérieuse découverte. Marie regarda derrière elle, s'assurant d'être seule. Ses doigts tremblèrent en touchant l'enveloppe. La lettre semblait palpiter de vie propre, comme si les secrets qu'elle contenait étaient impatients d'être libérés. Elle savait qu'elle ne devrait pas, mais quelque chose en elle, peut-être cette même intuition qui l'avait avertie à propos de Laurent, mais qu'elle avait choisi d'ignorer, lui criait que ce secret devait être découvert. Le seau de cire rouge était brisé par le temps. Avec un soin infini, Marie sortit la lettre. L'écriture était élégante mais tremblante, comme si celui qui l'avait écrite luttait contre une grande émotion. « Mon bien-aimé Charles, notre fille mérite de connaître la vérité sur ses origines. Je ne peux plus vivre ce mensonge. » La porte principale s'ouvrit brusquement, le son résonnant dans tout le château. Antoine Beaumont était arrivé. Marie rangea précipitamment la lettre dans son tablier, mais le médaillon resta dans sa main, brillant de façon accusatrice sous la lumière du crépuscule qui filtrait par les grandes fenêtres. À 33 ans, Antoine Beaumont était le genre d'homme qui rendait l'air dense par sa seule présence. Grand, aux larges épaules qui remplissaient parfaitement ses costumes italiens sur mesure, il marchait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à demander la permission pour quoi que ce soit. Ses yeux bleus perçants, hérités de générations de Beaumont, semblaient capables de voir à travers les gens, bien que dernièrement il ne reflétait qu'une fatigue qui allait au-delà du physique. « Que faites-vous à toucher ce tableau ?» Sa voix profonde résonna dans la bibliothèque, chaque mot mesuré et contrôlé. Marie se retourna lentement, le médaillon encore visible dans sa main. Leurs regards se croisèrent pour la première fois vraiment. Non pas comme patron et employé, mais comme deux âmes qui reconnaissent quelque chose d'inexplicable chez l'autre. Ce fut un moment suspendu dans le temps, où l'air sembla se charger d'électricité. Je suis désolé, monsieur Beaumont. Je nettoyais, et donnez-moi ça.
Il tendit la main, mais quelque chose dans ses yeux changea quand il vit le médaillon. Un éclair de reconnaissance, suivi de confusion, puis quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « D'où sortez-vous ça ?» C'était caché derrière le tableau, il y a une lettre aussi. Antoine prit les objets avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Ses doigts frôlèrent accidentellement les siens, et tous deux ressentirent un courant électrique qui les fit retirer leurs mains comme s'ils avaient touché du feu. Antoine observa attentivement le médaillon, le retournant dans sa main. Ce médaillon, je l'ai déjà vu, sur de vieilles photographies. Sa voix avait perdu son ton autoritaire, remplacé par une vulnérabilité que Marie n'attendait pas. « Monsieur Beaumont, je crois que vous devriez lire la lettre. Vous l'avez lue ?» Marie baissa les yeux, ses joues rougissant. « Juste le début. Je suis désolé, je n'aurais pas dû. » « Non, » l'interrompit-il doucement. « Peut-être était-il nécessaire que quelqu'un d'extérieur à cette famille trouve ceci. Vous pouvez vous retirer. » Marie acquiesça et commença à s'éloigner, mais quelque chose la fit s'arrêter à la porte. Elle se retourna, trouvant Antoine qui regardait encore le médaillon avec une expression qu'elle reconnaissait trop bien, celle de quelqu'un confronté à des vérités douloureuses. « Monsieur Beaumont, parfois les secrets du passé doivent être découverts pour pouvoir guérir. » Il la regarda, surpris. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis qu'il avait repris la gestion du domaine il y a 1 an, après la mort de son père. Tout le monde le craignait ou le flattait. Mais cette jeune femme, avec son tablier taché et ses yeux verts remplis d'une sagesse qui ne correspondait pas à son âge, lui avait dit exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il, bien qu'il sache parfaitement comment s'appelait chaque employé de la maison. « Marie Dubois, monsieur. »« Marie » répéta-t-il, savourant le nom. « Merci. » Elle hocha la tête et sortit, fermant doucement la porte derrière elle. Antoine resta seul avec les fantômes du passé qui venèrent de se réveiller. Cette nuit-là, alors que la pleine lune baignait les vignobles de sa lumière argentée, Antoine ne put dormir. La lettre révéla une histoire que sa famille avait cachée pendant des générations. Son grand-père, M. Charles Beaumont, avait eu une fille hors mariage avec une femme d'origine algérienne nommée Yasmine Ben Ali, qui travaillait dans les vignobles pendant la saison des vendanges. L'enfant, Sophie, avait été envoyée au loin pour protéger l'honneur familial. Le médaillon était le seul souvenir que Yasmine avait pu conserver, une preuve de l'amour qui avait existé entre elle et Charles. « Mon bien-aimé Charles, » continuait la lettre, « je sais que ta famille ne m'acceptera jamais, mais notre fille mérite de connaître ses racines. S'il te plaît, ne la condamne pas à l'oubli. Elle porte ton sang, ton esprit. Un jour, quelqu'un dans ta famille aura le courage de faire ce qui est juste. » Antoine se leva et marcha vers la fenêtre. Les vignobles s'étendaient sous la lumière lunaire, les mêmes terres où Yasmine avait travaillé, où était né un amour interdit qui maintenant, des décennies plus tard, exigeait d'être reconnu. Le lendemain matin, Antoine chercha Marie dans le jardin. Il la trouva en train de tailler les roses avec une délicatesse qui contrastait avec la force qu'elle avait montrée la veille. Le soleil du matin faisait briller ses cheveux châtains, créant une auréole dorée autour de son visage. Pour la première fois, Antoine remarqua la grâce naturelle avec laquelle elle se déplaçait, comme si chaque geste avait un but, une histoire. « Mademoiselle Dubois » l'appela-t-il, sa voix plus douce que la veille. Elle se retourna, surprise de le voir là. « Oui, monsieur Beaumont, pourriez-vous m'accompagner à la bibliothèque? Il y a quelque chose dont je dois discuter avec vous. » Marie sentit un nœud dans l'estomac. Allait-il la renvoyer pour avoir touché le tableau? Elle suivit Antoine en silence, remarquant comment les autres employés les regardaient avec curiosité. Une fois dans la bibliothèque, Antoine ferma la porte et se tourna vers elle. « J'ai lu toute la lettre hier soir, il y a plus que ce que j'imaginais. Plus, mon grand-père n'a pas seulement eu une fille avec Yasmine Ben Ali. Selon d'autres documents que j'ai trouvés dans son bureau, il a continué à envoyer de l'argent à Marseille pendant des années. Mon père a poursuivi les paiements jusqu'à sa mort. Alors votre famille savait? Au moins mon père, et il ne me l'a jamais dit. » L'amertume dans sa voix était palpable. Marie fit un pas vers lui. Son instinct maternel, celui-là même qui la faisait prendre soin de son jeune frère après la mort de leur père, s'éveillant face à la douleur évidente dans les yeux d'Antoine. Peut-être attendait-il le bon moment. Et quand est le bon moment pour dire à ton fils qu'il a une tante qui a été bannie parce qu'elle était née du mauvais amour? Peut-être maintenant, suggéra doucement Marie. Peut-être que c'est vous qui devez corriger les erreurs du passé. Antoine l'étudia longuement. Pourquoi cela vous importe-t-il tant? Marie détourna le regard vers la fenêtre, où les vignobles se balançaient doucement dans la brise. « Parce que je sais ce que c'est d'être rejeté pour ne pas correspondre au plan de quelqu'un d'autre. Parce que je comprends la douleur d'être considéré comme pas assez bien. Votre fiancé ?» Elle fut surprise. « Comment ? Madame Colette a mentionné quelque chose. Je suis désolé, je n'aurais pas dû... » « Non, ça va. »
Marie respira profondément. Laurent m'a laissé à l'hôtel il y a 6 mois. Devant toute ma famille, mes amis, tout mon village, il s'est avéré qu'il était amoureux de ma meilleure amie depuis des années. Seulement, aucun d'eux n'a eu le courage de me le dire jusqu'à ce jour-là. Antoine ressentit une vague de colère envers cet homme inconnu. Comment quelqu'un pouvait-il humilier ainsi cette femme extraordinaire? « J'ai besoin de votre aide, dit-il brusquement. « Mon aide? Pour organiser les archives anciennes de la famille, pour trouver Sophie si elle est encore en vie, pour... » Il s'arrêta, cherchant les mots justes. « Pour réparer ce que ma famille a brisé. Monsieur Beaumont, je ne suis que... » Non, il l'interrompit fermement. « C'est vous qui avez trouvé le secret. Qui avait eu le courage de me le montrer? Qui m'avait dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre, s'il vous plaît ?» Marie le regarda dans les yeux. Sous cette carapace de froideur, elle pouvait voir quelque chose de plus, de la solitude, de la peur, et un besoin désespéré de rédemption. C'était un sentiment qu'elle connaissait intimement. « J'accepte, mais à 2 conditions. » Antoine haussa un sourcil, surpris et secrètement ravi de son audace. « Lesquelles? »« D'abord que vous arrêtiez de m'appeler Mademoiselle Dubois. Mon nom est Marie. Et la seconde? Que vous me permettiez de continuer mes tâches normales le matin. Je ne veux pas que les autres employés pensent que je reçois un traitement de faveur. » Antoine sourit, un sourire sincère qui transforma complètement son visage. « Alors j'ai aussi une condition. »« Laquelle? »« Que tu m'appelles Antoine quand nous travaillerons sur cela. Le monsieur Beaumont me fait me sentir comme mon père. » Marie sentit quelque chose de chaud fleurir dans sa poitrine. Marché conclu, Antoine. Les après-midi dans la bibliothèque devinrent leur rituel secret. Antoine et Marie passèrent des heures à examiner des cartons poussiéreux, remplis de documents, de photographies décolorées et de lettres oubliées. L'odeur de vieux papier et de cuir se mêlait au parfum de jasmin qui semblait toujours accompagner Marie. « C'est curieux, » commenta-t-elle un après-midi en classant des photographies, « comment les secrets laissent des traces partout, attendant d'être découverts. » Antoine leva les yeux d'un vieux livre de contes. « Que veux-tu dire? Regarde ces photos. Sur toutes les images familiales, ton grand-père porte ce même médaillon. Mais après 1955, il disparaît. Précisément l'année où, selon ses lettres, Sophie est née. » Antoine s'approcha pour mieux voir, et Marie fut soudainement consciente de sa proximité, de la chaleur qui émanait de son corps, du doux parfum de son eau de Cologne, mélangé à quelque chose qui n'appartenait qu'à lui. « Tu as raison, je ne l'avais jamais remarqué. » Leurs doigts se frôlèrent en atteignant la même photographie, et tous deux ressentirent ce courant électrique qui devenait de plus en plus fréquent entre eux. « Regarde ça !» Marie désigna une autre photographie pour briser la tension. « Ça doit être Yasmine. » L'image montrait une jeune femme d'origine nord-africaine d'une beauté impressionnante, avec des yeux sombres qui regardaient directement l'appareil photo avec un mélange de fierté et de tristesse. Elle tenait un bébé enveloppé dans un châle brodé. « Elle est magnifique !» murmura Antoine, et dire que ma famille l'a jugée inadéquate. Les préjugés de cette époque étaient différents, dit doucement Marie, bien que non moins douloureux. Crois-tu que mon grand-père l'a vraiment aimée? Marie prit la photo avec précaution, l'étudiant. Regarde ses yeux, il y a de la douleur là, mais aussi de la détermination. Je crois qu'ils se sont aimés, mais le monde n'était pas prêt pour leur amour. Comme Roméo et Juliette, réfléchit Antoine. Sauf que c'est une histoire vraie, avec de vraies conséquences qui arrivent jusqu'à aujourd'hui. Durant les jours suivants, leur recherche les mena à des découvertes de plus en plus révélatrices. Ils trouvèrent des lettres d'amour entre Charles et Yasmine, écrites dans un français poétique qui parlait de rencontres secrètes dans les vignobles, de promesses murmurées sous les étoiles, d'un amour qui défiait toutes les conventions. Un après-midi particulièrement chaud, ils décidèrent de faire une pause et de marcher dans les vignobles. Antoine commença à lui montrer les différentes variétés de raisins, expliquant avec passion les processus de culture et de vinification. « Voici le Cabernet Sauvignon », désigna-t-il des vignes robustes. « Mon grand-père les a ramenés de Californie dans les années 40. C'est la base de notre vin phare. »« Tu as toujours su autant de choses sur les vins ?» demanda Marie, sincèrement intéressée. Antoine rit, un son qu'elle commençait à adorer. « En fait, je l'ai détesté pendant des années. Je suis parti à Paris pour étudier la finance, jurant de ne jamais revenir. Je voulais être n'importe quoi, sauf un Beaumont. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? La mort de mon père. Et peut-être que j'ai toujours su que ma place était ici. J'avais juste besoin d'une raison pour l'accepter. » Ils s'arrêtèrent sous une pergola couverte de glycine. Le soleil de l'après-midi créait des motifs de lumière et d'ombre sur le visage de Marie, et Antoine se surprit à vouloir figer ce moment. « Et toi ?» demanda-t-il. « Tu as toujours voulu travailler dans une maison ?» Marie secoua la tête, son expression devenant distante. « J'étudiais pour devenir institutrice, mais quand mon père est mort, j'ai dû quitter l'université pour aider ma mère. Puis j'ai rencontré Laurent et... Eh bien, je pensais que ma vie prendrait une autre direction.
Tu l'aimais? La question l'a pris par surprise. Personne ne lui avait demandé ça avant. Tout le monde présumait que oui, que c'était pour ça que l'abandon avait été si dévastateur. Je le croyais, mais maintenant je crois que j'aimais plus l'idée de lui, de nous, la sécurité qu'il représentait, l'avenir que j'avais planifié. Et maintenant, que veux-tu? Marie le regarda et pendant un instant, Antoine vit dans ses yeux verts une lueur de quelque chose qui lui coupa le souffle. Maintenant, je veux juste être libre, trouver mon propre chemin sans dépendre des attentes de qui que ce soit. Un tonnerre lointain interrompit le moment. Des nuages sombres approchaient rapidement de l'ouest. « On devrait rentrer », dit Antoine, mais aucun d'eux ne bougea. Les premières gouttes commencèrent à tomber, grosses et froides. En quelques secondes, ce fut un déluge. Antoine prit la main de Marie et ils coururent vers l'abri le plus proche, une petite remise à outils. Ils entrèrent en riant et trempés. Dans l'espace réduit, leur corps était dangereusement proche. Marie tremblait légèrement, son chemisier blanc collé à sa peau, ses cheveux dégoulinants. « Tiens !» Antoine enleva sa veste et la posa sur ses épaules. « Merci !» murmura-t-elle. Ils se regardèrent dans la pénombre de la remise, le son de la pluie créant un monde à part. Antoine leva une main et écarta doucement une mèche mouillée du visage de Marie. « Marie, je... »« Monsieur Antoine, mademoiselle Marie !» La voix de madame Colette les fit sursauter. « Vous êtes là ?» Ils se séparèrent rapidement, le moment brisé. Antoine ouvrit la porte. « Nous sommes ici, madame Colette. La pluie nous a surpris. » La gouvernante les regarda avec un mélange de soulagement et quelque chose d'autre qu'aucun d'eux ne voulut identifier. « Venez, je vais vous préparer un chocolat chaud. Vous allez attraper froid. » Alors qu'ils retournèrent vers la maison, Marie se rendit compte qu'elle portait toujours la veste d'Antoine. Elle sentait son odeur et elle se surprit à ne jamais vouloir la lui rendre. Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait pour dormir dans sa petite chambre de l'aile des domestiques, Marie toucha la veste qu'elle avait soigneusement suspendue. Que faisait-elle? Antoine Beaumont était aussi hors de sa portée que les étoiles. Mais elle se souvint alors de la façon dont il l'avait regardée dans la remise, comment sa main avait légèrement tremblé en touchant son visage. « Fais attention, Marie, » se dit-elle à elle-même. « Tu as déjà eu le cœur brisé une fois. » Pendant ce temps, dans sa chambre principale, Antoine regardait par la fenêtre vers les vignobles baignés par la lune. Il pouvait voir la lumière allumée dans l'aile des domestiques et se demanda si Marie était éveillée, si elle pensait à lui comme il pensait à elle. Il se força à détourner le regard. Camille Delacroix, son ex-fiancée, viendrait demain discuter de la proposition de fusion entre leurs domaines viticoles. Il devrait penser aux affaires, à l'avenir de l'entreprise, pas à une femme qui était techniquement son employée. Mais alors qu'il se mettait au lit, la dernière chose qu'il vit avant de fermer les yeux furent ses yeux verts brillants sous la pluie. Le lendemain matin apporta non seulement le soleil, mais aussi l'arrivée de Camille Delacroix, dans sa Mercedes dernier modèle. Antoine l'observa depuis sa fenêtre, alors qu'elle descendait de la voiture, impeccable comme toujours dans un tailleur qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de tout son personnel domestique. « Antoine, mon cher !» Elle le salua avec un baiser sur chaque joue quand il descendit la recevoir. « Tu as l'air différent. Ça fait plusieurs mois depuis la dernière fois qu'on s'est vu, Camille. » « Oui, depuis que tu as décidé que notre relation n'allait nulle part. » Il y avait une pointe dans sa voix qu'Antoine connaissait bien. « Allons dans mon bureau. Je suppose que tu veux discuter de la proposition de ton père. » Alors qu'ils marchaient dans le couloir principal, ils croisèrent Marie qui portait du linge propre. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent et Antoine put voir une lueur de quelque chose, de la jalousie, de la douleur, avant qu'elle baisse les yeux et continue son chemin. Camille ne manqua pas l'échange. « Je vois que tu as engagé de nouveaux domestiques. Qu'est-il arrivé à la vieille Margot? Elle a pris sa retraite. Marie elle est très efficace. » Camille l'étudia avec des yeux calculateurs. « J'espère qu'elle est seulement efficace dans ses tâches ménagères. » Antoine ressentit une impulsion irrationnelle de défendre Marie, mais se retint. Que voulait discuter ton père à propos de la fusion? Pendant l'heure suivante, ils parlèrent de chiffres, de projections et de stratégies de marché. Mais l'esprit d'Antoine était ailleurs. Depuis la fenêtre de son bureau, il pouvait voir Marie dans le jardin, parlant avec animation au jardinier de quelque chose qui les faisait tous les deux rire. « Antoine, tu m'écoutes? Bien sûr. Tu disais que la fusion augmenterait notre présence sur le marché international. » Camille se leva et marcha vers lui, ses mouvements calculés et sensuels. « Tu sais, j'ai toujours pensé qu'on finirait par se remettre ensemble. On formait une bonne équipe. » Camille, non, écoute-moi. Je sais qu'on a eu nos différences, mais on était parfaits sur le papier. Tous les deux de bonne famille, avec des intérêts similaires. Mais on ne s'aimait pas, interrompit doucement Antoine. Et depuis quand l'amour est-il nécessaire pour un mariage réussi? Camille rit, mais il y avait de l'amertume dans sa voix. Mes parents sont ensemble depuis 30 ans,
et ils se supportent à peine. Mais regarde ce qu'ils ont construit. Antoine la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. C'est ça que tu veux? Une vie d'apparence? Ce que je veux, c'est la sécurité, le statut, le pouvoir. L'amour est pour les naïfs et les pauvres. À ce moment, Antoine sut avec une certitude absolue qu'il ne pourrait jamais retourner avec Camille. Pas après avoir connu Marie, pas après avoir vu qu'il existait quelque chose au-delà du cynisme et des convenances. La proposition de fusion est intéressante, dit-il, revenant au sujet des affaires. Je l'étudierai et te donnerai une réponse dans 2 semaines. Camille plissa les yeux. Il y a quelque chose de différent chez toi. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que je suis juste fatigué de vivre selon les attentes des autres. Après le départ de Camille, Antoine chercha Marie. Il la trouva dans la bibliothèque, organisant certains documents qu'ils avaient examinés la veille. « Tout va bien ?» demanda-t-il en remarquant son expression distante. « Bien sûr, monsieur Beaumont. » L'utilisation formelle de son nom fut comme une gifle. « Marie, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien. Je me suis juste souvenu de ma place ici. »« C'est à cause de Camille ?» Marie se retourna brusquement, ses yeux brillants. « Je n'ai pas le droit d'avoir une opinion sur votre vie personnelle. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail à faire. »« Marie, attends. » Mais elle était déjà sortie, le laissant seul avec la certitude grandissante qu'il tombait amoureux de quelqu'un que le monde considérerait comme totalement inadéquate pour lui, comme son grand-père était tombé amoureux de Yasmine. L'histoire se répétait, mais cette fois Antoine était déterminé à écrire une fin différente. Le printemps arriva dans les vignobles Beaumont avec une explosion de couleurs et de vie nouvelle. Les vignes commençaient à bourgeonner avec force, et avec elles, quelque chose d'autre fleurissait entre Antoine et Marie, même s'ils luttaient tous deux pour le nier. Après l'incident avec Camille, ils avaient maintenu une distance cordiale mais froide pendant plusieurs jours. Cependant, leurs recherches sur Sophie continuaient, et il était impossible de maintenir les barrières émotionnelles alors qu'ils démêlaient ensemble les secrets du passé. Un après-midi, alors qu'ils examinaient la correspondance des années 60, Marie trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. « Antoine, regarde ça !» Il s'approcha, essayant d'ignorer comment son cœur s'accélérait chaque fois qu'elle prononçait son nom. Dans ses mains, Marie tenait une lettre avec un cachet de Marseille. « C'est de Sophie », murmura-t-elle. « Elle a écrit à ton père. » Antoine prit la lettre avec des mains tremblantes et lut à haute voix. « Cher cousin Pierre, je sais que tu ne me connais pas, mais je suis la fille de ton oncle Charles. Ma mère m'a tout raconté avant de mourir. Je ne cherche ni argent ni reconnaissance. Je veux juste savoir s'il existe une possibilité de connaître ma famille. J'ai un fils de 5 ans, Thomas. J'aimerais qu'il connaisse ses racines. » La lettre continuait avec des détails sur sa vie à Marseille. Comment elle était devenue institutrice, comment elle avait lutté pour s'en sortir seule. « Ton père lui a répondu, » dit Marie, montrant une copie carbone. « Regarde. » La réponse de Pierre Beaumont était prudente mais aimable. Il promettait de lui rendre visite, mentionnait qu'ils garderaient le contact. Mais quelque chose avait empêché cette connexion de se concrétiser. « Nous devons la trouver, » dit Antoine avec détermination. « Je dois la trouver. Et si elle ne veut pas être trouvée? Beaucoup d'années ont passé. Alors je respecterai sa décision. Mais au moins je dois essayer. » Marie le regarda avec un mélange d'admiration et quelque chose de plus profond. « Tu es différent de ce que je pensais. Que pensais-tu? Que tu étais un autre riche arrogant qui ne se souciait de personne d'autre que lui-même. Et maintenant? Maintenant je vois quelqu'un qui essaie de corriger les erreurs du passé. Quelqu'un qui a du cœur. » Leurs regards se soutinrent pendant un moment qui sembla éternel. Antoine fit un pas vers elle. « Marie, Le son de son téléphone les interrompit. C'était son avocat avec des nouvelles sur la proposition de fusion avec les Delacroix. « Je dois prendre cet appel, » s'excusa Antoine. « Pouvons-nous continuer demain? » « Bien sûr. » Cette nuit-là, une tempête frappa la région. Marie se réveilla en sursaut à cause d'un coup de tonnerre particulièrement fort. L'électricité était coupée et sa petite chambre était plongée dans l'obscurité. Elle se leva pour chercher une bougie quand elle entendit des coups urgents à sa porte. « Marie, tu vas bien ?» C'était Antoine. Elle ouvrit, surprise de le voir là, en pyjama et avec une lampe torche. Oui, c'était juste le tonnerre. La tempête a fait tomber un arbre. Il est tombé sur l'aile des domestiques. Nous devons évacuer cette section par sécurité. Marie rassembla rapidement quelques affaires pendant qu'Antoine l'attendait. En sortant, elle vit qu'effectivement un énorme pin était tombé dangereusement près des chambres du personnel. « Madame Colette est déjà dans la maison principale », expliqua Antoine en la guidant à travers la pluie. « Il y a des chambres d'amis préparées. » Une fois dans la maison principale, Marie se sentit étrangement déplacée. Cette partie du château était un territoire interdit pour le personnel, sauf pour le nettoyage. Ici, Antoine ouvrit la porte d'une belle chambre avec vue sur les vignobles. « Tu seras à l'aise. »« Merci. Tu n'avais pas besoin de venir personnellement. »« Bien sûr que si. Je me suis inquiété quand j'ai vu où l'arbre était tombé.
Ils étaient trempés par la pluie et Marie frissonnait légèrement. Sans réfléchir, Antoine s'approcha et l'enveloppa dans ses bras. « Tu es gelé. » Marie se raidit un moment, puis se détendit contre sa poitrine. Elle pouvait entendre les battements de son cœur, rapides et forts. « Antoine. »« Oui, ce n'est pas bien. Tu es mon patron. »« Non !» Il s'écarta suffisamment pour la regarder dans les yeux. « Je suis un homme qui tombe amoureux d'une femme extraordinaire. » Marie retint son souffle. « Ne dis pas ça. Nous ne pouvons pas. » « Pourquoi pas? Parce que les autres diront? Parce que nous ne sommes pas du même niveau social? C'est exactement ce qui a séparé mon grand-père de Yasmine. Et regarde comment ça s'est terminé. Mais nous pouvons écrire une histoire différente. » Un éclair illumina la pièce, suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. Dans ce moment de lumière aveuglante, Antoine se pencha et l'embrassa. Ce fut d'abord un baiser doux, hésitant, comme si tous deux craignaient que l'autre ne s'écarte. Mais quand Marie enroula ses doigts dans ses cheveux et l'attira plus près, toute retenue s'évanouit. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient difficilement. « Ça va tout compliquer » murmura Marie. « Certaines choses valent la peine d'être compliquées. » Le reste de la nuit, ils le passèrent à parler, partageant histoire, rêves et peurs. Antoine lui raconta son enfance solitaire, comment sa mère était morte quand il avait 10 ans et comment son père s'était réfugié dans le travail. Marie parla de sa famille, des sacrifices de ses parents, de comment la trahison de Laurent avait détruit sa confiance en l'amour. Quand le soleil commença à poindre à l'horizon, tous deux s'étaient endormis sur le canapé de la chambre, elle blottie contre sa poitrine, lui avec un bras protecteur autour de sa taille. Madame Colette les trouva ainsi le matin. Avec un sourire et un soupir, elle ferma doucement la porte et alla préparer le petit déjeuner. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Bien qu'ils aient essayé de garder leur relation secrète, il était évident pour tous que quelque chose avait changé entre eux. Les regards qu'ils partageaient, les frôlements accidentels qui duraient une seconde de trop, les sourires complices. « Mademoiselle Delacroix a appelé 3 fois aujourd'hui », informa la secrétaire d'Antoine un après-midi. « Dis-lui que je suis en réunion. » Ce qu'il ne mentionna pas, c'est que sa réunion était avec Marie planifiant un voyage à Marseille pour chercher Sophie. « J'ai trouvé son adresse actuelle », annonça Marie triomphante, montrant des documents. « Sophie Benali, rue des Lauriers, 47, quartier du Panier, Marseille. Comment as-tu réussi ?»« Le jardinier, monsieur Marcel, a un cousin qui travaille à l'état civil de Marseille. Je lui ai demandé ce service. » Antoine la regarda avec admiration. « Tu es incroyable. Je suis juste débrouillarde. Quand tu n'as pas d'argent, tu apprends à trouver des solutions créatives. Quand partons-nous ? » « Partons ? Antoine, je ne pense pas que je devrais venir avec toi. Bien sûr que tu viens. Tu fais partie de tout ça. En plus, ajouta-t-il avec un sourire malicieux, j'ai besoin de mon assistante de recherche. » Le voyage fut planifié pour la semaine suivante. En attendant, ils continuèrent à démêler plus de secrets familiaux. Ils trouvèrent des photos de Yasmine dans ces dernières années, des lettres d'amour que Charles n'avait jamais envoyées, même un journal où le patriarche confessait son tourment d'avoir cédé aux pressions familiales. Un après-midi particulièrement chaud, ils décidèrent de faire une pause et allèrent nager dans l'ancienne piscine du château. Marie avait d'abord protesté, c'est inapproprié, mais Antoine insista sur le fait que la chaleur était insupportable et que techniquement, elle était dans son heure de pause. La voir en maillot de bain fut une révélation pour Antoine. Marie était belle en uniforme, mais ainsi, avec le soleil dorant sa peau et l'eau faisant briller ses yeux verts, elle était absolument éblouissante. « Arrête de me regarder comme ça, » dit-elle en rougissant. « Comment ça? Comme si j'étais un grand vin que tu veux déguster. » Antoine rit. « Bonne analogie. Et oui, tu es définitivement un grand cru. » Ils jouèrent dans l'eau comme des enfants, s'éclaboussant et riant. Pour un moment, toutes les barrières sociales, toutes les peurs et les doutes s'évanouirent. Ils n'étaient que Antoine et Marie, 2 personnes tombant amoureuses sous le soleil de Bordeaux. Mais la réalité les rattrapa le soir même, quand Camille apparut sans prévenir. « Antoine, nous devons parler. Maintenant. » Son ton n'admettait pas de réplique. Elle l'emmena dans le bureau et ferma la porte. « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? De quoi parles-tu? Ne fais pas l'idiot. Je t'ai vu à la piscine avec cette servante. Son nom est Marie, et ce que je fais de mon temps libre ne te regarde pas. Es-tu devenu fou? Tu sais ce que tout le monde dira quand ils l'apprendront? Je me fiche de ce qu'ils diront. » Camille le regarda avec incrédulité. « C'est une question de rébellion, n'est-ce pas? Tu veux scandaliser tout le monde, prouver que tu es différent. Non, Camille, il s'agit de trouver quelque chose de réel pour la première fois de ma vie. Réel? Avec une croqueuse de diamants qui a probablement tout planifié? Ça suffit !» La voix d'Antoine résonna dans le bureau. « Je ne permettrai pas que tu parles ainsi de Marie. Elle vaut plus que nous tous réunis. » Camille recula, surprise par sa véhémence. « Tu fais une erreur que tu regretteras.
La seule erreur que j'ai faite a été de laisser les autres dicter ma vie pendant si longtemps. » Camille sortit furieuse, mais non sans lancer un dernier avertissement. « Ce n'est pas fini, Antoine. Ta famille, la société, personne n'acceptera ça. » Quand Antoine trouva Marie plus tard, elle était dans sa chambre, celle des domestiques, car elle avait refusé de rester dans la maison principale, en train de faire ses bagages. « Que fais-tu ? » »« Je pars. C'est mieux pour tout le monde. À cause de ce qu'a dit Camille, à cause de ce qu'elle a raison de dire. Je n'appartiens pas à ton monde, Antoine. » Il s'approcha et prit ses mains. « Mon monde, c'est toi. Là où tu es, c'est là que je dois être. Tu ne sais pas ce que tu dis. L'amour ne suffit pas quand tout le reste est contre nous. Et l'amour de Charles et Yasmine, ne méritait-il pas une chance? Et regarde comment ça s'est terminé. Avec une famille brisée, une fille bannie. C'est justement pour ça que nous devons faire différemment. Pour eux, pour nous, pour Sophie. » Marie le regarda avec des larmes dans les yeux. « J'ai peur, Antoine. On m'a déjà brisé le cœur une fois. Et on m'a appris que l'amour était une transaction. Mais avec toi, j'ai appris qu'il peut être un salut. » Ils s'embrassèrent avec désespoir, comme si le monde allait finir. Et d'une certaine manière, leur monde tel qu'ils le connaissaient touchait à sa fin. « Reste, » murmura-t-il contre ses lèvres. « S'il te plaît, reste. Jusqu'à ce qu'on trouve Sophie, » concéda-t-elle. « Après, on verra. » C'était une petite victoire, mais Antoine l'a pris. Il avait jusqu'à Marseille pour la convaincre que leur amour pouvait surmonter n'importe quel obstacle. Pendant ce temps, quelque part à Marseille, Sophie Ben Ali regardait une vieille photographie de ses parents. Elle ne savait pas que son neveu était en route, que l'histoire d'amour interrompue était sur le point de trouver un nouveau chapitre. Le destiné voyage à Marseille commença à l'aube. Antoine avait insisté pour y aller en voiture, argumentant qu'ils avaient besoin de temps pour assimiler tout ce qui se passait. Marie, bien que nerveuse de passer tant d'heures seule avec lui, était secrètement reconnaissante de cette opportunité d'être loin des regards critiques du château. « Tu as déjà voyagé hors de Bordeaux ?» demanda Antoine alors qu'ils prenaient la route. « Une fois, quand j'étais petite, nous sommes allés voir des parents en Bretagne. Et toi ? » « J'ai voyagé dans le monde entier, New York, Tokyo, Dubaï, mais je ne me suis jamais senti chez moi nulle part. Pas même au château. » Antoine réfléchit un moment. « Le château était la maison de mon père, de mon grand-père. Ce n'est que maintenant, avec toi, qu'il commence à se sentir comme mon foyer. » Marie sentit la chaleur monter à ses joues. « Ne dis pas des choses comme ça. Pourquoi pas, c'est la vérité. » Le paysage changeait à mesure qu'ils avançaient, les vignobles de Bordeaux laissant place aux collines du Massif central, puis aux plaines du sud. Ils parlèrent de tout et de rien. Livres préférés, rêves d'enfance, peurs secrètes. « Que voulais-tu être quand tu étais petite ?» demanda Antoine. « Institutrice. Je voulais enseigner aux enfants dans les villages ruraux, comme celui d'où je viens. Et qu'est-ce qui s'est passé? La vie. Mon père est mort. Nous avions besoin d'argent. Parfois, les rêves doivent attendre. Ou parfois, ils prennent des formes différentes, suggéra Antoine. Regarde ce que tu fais maintenant. Tu aides à réunir une famille. Tu m'enseignes l'humilité et l'amour véritable. Tu sais toujours quoi dire, murmura-t-elle. Je dis seulement ce que je ressens. » Ils s'arrêtèrent à Lyon pour déjeuner. Dans un petit bouchon familial, ils partagèrent un bœuf bourguignon et des histoires. Il était facile d'oublier leurs différences sociales dans des moments comme celui-ci, quand ils n'étaient que deux personnes découvrant le plaisir de la compagnie de l'autre. « Tu sais ce que j'aime chez toi ?» dit Marie en buvant son café. « Quoi ? Que tu n'agis pas comme si tu étais supérieur. Avec les autres employés, parfois tu es distant. Mais avec moi, avec toi, je ne peux pas faire semblant. Tu me désarmes complètement. » La seconde partie du voyage fut plus silencieuse, tous deux perdus dans leurs pensées sur ce qu'ils trouveraient à Marseille. Quand ils arrivèrent enfin dans la ville, le soleil commençait à se coucher, baignant les bâtiments anciens d'or et de rose. « C'est magnifique, » soupira Marie. « Oui, » acquiesça Antoine, mais il la regardait, elle. L'hôtel qu'Antoine avait réservé était modeste, mais charmant, dans le vieux port. Il avait réservé 2 chambres, bien sûr, même si la réceptionniste haussa un sourcil en voyant la tension évidente entre eux. « Reposons-nous ce soir, » suggéra Antoine. « Demain, nous chercherons Sophie. » Mais aucun d'eux ne put dormir. À minuit, Marie entendit un léger coup à sa porte. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» Antoine était là, en jean et t-shirt, paraissant plus jeune et vulnérable que jamais. « Je suis nerveuse. Et si Sophie ne veut pas nous voir, alors nous respecterons sa décision. Mais au moins nous aurons essayé. » Ils s'assirent sur le petit balcon de la chambre, regardant la ville endormie. « Mon grand-père et Yasmine se sont aimés en secret pendant des années, » dit soudain Antoine. D'après les lettres, ils se retrouvaient dans une petite chapelle à l'extérieur du domaine. La chapelle qui est abandonnée? Celle-là même. J'allais la restaurer, mais maintenant, je crois que certains endroits doivent garder leur secret. Comme nous, murmura Marie. Je ne veux pas que nous soyons un secret, répondit-il en prenant sa main.
Je veux crier au monde que je t'aime. Antoine, je sais, un pas à la fois. D'abord Sophie, ensuite nous. Le lendemain matin, l'estomac noué par la nervosité, ils se dirigèrent vers l'adresse qu'ils avaient trouvée. Le quartier du Panier était pittoresque, avec ses rues pavées et ses maisons colorées. La maison numéro 47 de la rue des Lauriers était modeste mais bien entretenue, avec des bougainvilliers grimpant sur les murs. Antoine prit une profonde inspiration avant de frapper à la porte. Une femme âgée ouvrit. Elle avait les cheveux gris tressés et des yeux qui, sans aucun doute, étaient des Beaumont, le même bleu intense qu'Antoine. « Sophie Benali ?» La femme les étudia avec méfiance. « Qui demande ? Je suis Antoine Beaumont, fils de Pierre, petit-fils de Charles, votre neveu. » Sophie pâlit et s'agrippa au chambranle de la porte. « Mon Dieu, tu ressembles tellement à ton père. Pouvons-nous parler ?» Elle hésita, puis regarda Marie. « Et elle ? Marie Dubois, mon amie. C'est elle qui a trouvé les lettres de votre mère. » Les larmes emplirent les yeux de Sophie. « Entrez, je vous attendais depuis 40 ans. » L'intérieur de la maison était simple mais plein de vie. Des photographies couvraient les murs, des plantes fleurissaient dans chaque coin. Sophie leur servit du thé à la menthe pendant qu'ils s'installaient dans le salon. « Ton père m'a trouvé il y a 6 ans, commença Sophie. C'était une surprise. J'avais accepté que la famille Beaumont m'avait oublié. Mon grand-père, ton grand-père, était un homme de son époque. Il a aimé ma mère à sa façon, mais l'orgueil et le qu'en dira-t-on ont été plus forts. Il m'a envoyé ici avec une famille qui s'est bien occupée de moi, mais j'ai toujours su qu'il me manquait quelque chose. » Pendant les heures suivantes, Sophie partagea son histoire. Comment elle avait grandi en sachant qu'elle était une Beaumont, mais sans pouvoir le revendiquer. Comment elle était devenue institutrice, comme Marie en avait rêvé. Comment elle s'était mariée et était devenue veuve jeune, élevant seule son fils Karim. « Où est Karim maintenant ?» demanda Antoine. Sophie sourit avec tristesse. « Il travaille comme livreur pour une entreprise locale. C'est un bon garçon, mais la vie n'a pas été facile pour lui. Il s'est marié jeune, il a une fille de 5 ans. Il a divorcé l'année dernière. » Antoine et Marie se regardèrent. L'histoire se répétait de façon inattendue. « J'aimerais le rencontrer. Je ne sais pas s'il voudra. Il est très blessé. Quand ton père l'a contacté, Karim a refusé de le voir. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de la charité des riches. » Marie intervint doucement. « Madame Sophie, parfois ceux qui ont le plus besoin de connexion sont ceux qui la rejettent le plus. Croyez-moi, je le sais par expérience. » Sophie l'observa avec de nouveaux yeux. « Tu n'es pas juste une amie, n'est-ce pas ?» Marie rougit, mais Antoine prit sa main ouvertement. « C'est la personne la plus importante de ma vie. »« Bien, » approuva Sophie. « L'amour véritable ne connaît pas les classes sociales. Ma mère le savait, même si ça lui a tout coûté. » À ce moment, la porte s'ouvrit et un homme d'une 30aine d'années entra. Il avait le port fier des Beaumont, mais les yeux fatigués de quelqu'un qui a lutté chaque jour. « Maman, qu'est-ce que… » Il s'arrêta en voyant Antoine. La ressemblance familiale était indéniable. « Karim, voici Antoine, ton cousin. » La tension dans la pièce était palpable. Karim regarda Antoine, puis Marie, son expression se durcissant. « L'héritier. Que fait-il ici ? Il vient nous offrir des miettes. Je viens rencontrer ma famille, » répondit calmement Antoine, « pour réparer les erreurs du passé. » « Des erreurs ? Ma mère a été traitée comme un secret honteux. J'ai grandi sans savoir qui était mon grand-père. Et maintenant tu arrives avec ton costume cher et ta jolie copine pour jouer au sauveur. Karim, » avertit Sophie. Mais Marie fit un pas en avant. « Excusez-moi, mais je ne suis pas sa jolie copine. Je suis une femme qui connaît aussi le rejet et l'humiliation, et je peux vous assurer qu'Antoine n'est pas ici par charité. Il est ici parce qu'il a découvert que sa famille lui a menti toute sa vie et il veut réparer les choses. » Karim la regarda, surpris par sa franchise. « Et qui êtes-vous exactement ? » « Quelqu'un qui fait des ménages pour vivre. Quelqu'un qui a été abandonné à l'hôtel, devant tout son village. Quelqu'un qui sait que la fierté est parfois tout ce qui nous reste, mais qui peut aussi être notre prison. » Le silence remplit la pièce. Karim se laissa tomber sur une chaise. « Que voulez-vous vraiment ?» Antoine s'assit face à lui. « Je veux te connaître. Je veux que le domaine Beaumont ait un Benali comme associé. Je veux que ta fille connaisse d'où elle vient. Je veux que notre famille guérisse. » Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Parce qu'une femme courageuse a trouvé un médaillon caché et m'a montré que les secrets n'apportent que de la douleur. Parce que la vie est trop courte pour perpétuer les erreurs de nos grands-parents. La conversation se poursuivit pendant des heures. Karim, initialement hostile, commença à s'adoucir en entendant la sincérité dans la voix d'Antoine et en voyant comment Marie servait de pont entre les deux mondes. « Ta proposition est tentante, » admit-il finalement, « mais j'ai besoin de temps pour y réfléchir, et je veux que ma fille comprenne tout ça quand elle sera plus grande. » « Tout le temps dont tu as besoin, » assura Antoine. « L'offre n'a pas de date d'expiration.
Ce soir-là, alors qu'ils dînaient dans un petit restaurant du Vieux-Port, Sophie se tourna vers Marie. « Tu es la clé de tout ça, n'est-ce pas ?»« Moi? Non, j'ai juste trouvé le médaillon par accident. »« Il n'y a pas d'accident, ma fille. Tu es arrivée dans cette maison pour une raison, pour guérir cette famille. » Antoine prit la main de Marie sur la table. « Sophie a raison. Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. Sans moi, tu aurais eu une vie plus simple, plaisanta-t-elle, mais il y avait de l'émotion dans sa voix. Sans toi, j'aurais eu une vie vide, corrigea-t-il. Les jours suivants à Marseille furent une révélation. Sophie leur montra la ville, leur parla des traditions qu'elle avait apprises, de comment elle avait fusionné son héritage Beaumont avec la culture locale. Karim, bien qu'encore méfiant, commença à s'ouvrir. Il emmena Antoine découvrir sa routine de travail, lui montra la réalité de vivre avec un salaire modeste. Antoine, de son côté, écoutait sans juger, apprenant des leçons qu'aucune école de commerce n'aurait pu lui enseigner. Un après-midi, alors que Marie aidait Sophie dans la cuisine, la femme plus âgée lui confia « Ma mère disait toujours que l'amour véritable trouve son chemin. Elle et Charles n'ont pas pu être ensemble, mais leur amour a créé un pont pour les générations suivantes. Parfois, je me demande si je ne fais pas la même erreur, admit Marie, tomber amoureuse de quelqu'un d'impossible. Impossible, ma fille. La seule chose impossible est ce qu'on n'essaie pas. Regarde Antoine, il est venu jusqu'ici. Il est prêt à tout changer pour faire ce qui est juste. Tu ne crois pas qu'il est aussi prêt à se battre pour toi? Ce soir-là, Antoine trouva Marie dans le petit patio de l'hôtel, contemplant les étoiles. À quoi penses-tu? Que la vie fait d'étranges détours. Il y a quelques mois, je pleurais sur le sol d'une église, humilié et brisé. Et maintenant? Maintenant, je suis ici, faisant partie de quelque chose de plus grand que moi, aidant à guérir des blessures qui ont des décennies. Antoine s'assit à côté d'elle. Et tes propres blessures, elles guérissent, admit-elle, grâce à toi. Marie, quand nous retournerons à Bordeaux? Non, l'interrompit-elle doucement. Ne parlons pas encore de l'avenir. Profitons de ce moment. Ils s'embrassèrent sous les étoiles marseillaises, le même ciel qui avait vu Yasmine pleurer pour sa fille perdue tant d'années auparavant. Le lendemain matin, Karim les attendait au petit déjeuner avec une décision. « J'ai réfléchi à ton offre, dit-il sans préambule. J'ai des conditions. Je t'écoute, répondit Antoine. D'abord, pas de charité. Si j'entre comme associé, ce sera pour mon travail, pas pour mon sang. Deuxièmement, ma mère doit être officiellement reconnue comme une Beaumont. Et troisièmement, il regarda Marie, je veux qu'elle soit impliquée dans toutes les décisions. J'ai vu comment tu as fait la médiation hier, comment tu comprends les deux mondes. Si elle te fait confiance, peut-être que je peux essayer. Marie resta sans voix. Antoine sourit largement. Accepté. Toutes tes conditions. Sophie pleura ouvertement tandis que les trois jeunes se serrèrent la main. Une famille brisée commençait à guérir. Mais alors qu'ils célébraient ce nouveau départ, aucun d'eux n'imaginait la tempête qui se préparait à Bordeaux. Camille Delacroix n'était pas du genre à accepter facilement la défaite et elle avait été très occupée pendant leur absence. Le voyage de retour fut différent. Il y avait un sentiment d'accomplissement, de mission accomplie, mais aussi une appréhension croissante sur ce qui les attendait. « Qu'allons-nous faire pour nous ?» demanda Marie alors qu'ils approchèrent de Bordeaux. « Ce que nous aurions dû faire depuis le début, » répondit Antoine avec détermination, « vivre notre vérité, peu importe ce que les autres diront. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais, mais maintenant, nous avons l'exemple de Sophie et Karim. S'ils peuvent surmonter des décennies de douleur et de séparation, nous pouvons affronter quelques ragots de la haute société. » Marie voulait le croire, voulait avoir sa confiance. Mais quelque chose en elle l'avertissait que les choses ne seraient pas si simples, et elle avait raison. En arrivant au château, ils trouvèrent le chaos. Camille avait convoqué une réunion d'urgence avec les principaux investisseurs, semant des doutes sur la stabilité mentale d'Antoine. Il y avait des rumeurs sur son obsession pour les employés, sur des décisions commerciales irrationnelles. « Monsieur Antoine ?» Madame Colette les accueillit avec une expression inquiète. « Mademoiselle Delacroix est venue tous les jours. Elle dit que vous mettez en danger l'héritage familial. Où est-elle maintenant ?»« Dans la salle de réunion, avec les membres du conseil. » Antoine regarda Marie. « Il est temps d'affronter cela. » « Je viens avec toi, dit-elle fermement. Tu n'es pas obligé. Si nous devons faire ça, nous le ferons ensemble. Main dans la main, ils entrèrent dans la salle de réunion, prêts pour la bataille de leur vie. Femme, après tout, a des façons mystérieuses de boucler la boucle. La salle de réunion était pleine. Camille présidait la table comme si elle en était la propriétaire, entourée des investisseurs les plus importants de la région viticole. Tous se retournèrent quand Antoine et Marie entrèrent, les expressions variant de la surprise au mépris. « Antoine, quelle opportunité !» dit Camille avec un sourire acéré. « Nous discutions de l'avenir des vignobles Beaumont. »
En mon absence et sans mon autorisation, répondit Antoine calmement. Intéressant. Quelqu'un devait prendre les rênes pendant que tu... Ses yeux se posèrent dédaigneusement sur Marie. Te laisser distraire. Monsieur François Duval, le plus ancien des investisseurs, s'éclaircit la gorge. Antoine, mon garçon, nous sommes inquiets. Ces rumeurs sur des changements drastiques dans l'entreprise, sur l'arrivée d'étrangers dans la famille... Ce ne sont pas des étrangers, interrompit Antoine. C'est la famille. Ma tante Sophie et mon cousin Karim, descendant direct de Charles Beaumont. Un murmure parcourut la salle. Camille se leva. Vous voyez ce que je veux dire. Il est obsédé par les fantômes du passé. Et tout ça à cause de l'influence de... Elle pointa Marie du doigt. C'est opportuniste. Fais attention à tes paroles, Camille, avertit Antoine, sa voix dangereusement basse. Ou quoi? Tu me renverras comme ton bon sens? Messieurs, je vous présente Marie Dubois, la domestique qui a ensorcelé notre PDG. Marie sentit tous les regards sur elle. La honte et la colère luttaient en elle, mais elle resta droite. Messieurs, commença Antoine, ce que Camille appelle « distraction » est en réalité la découverte la plus importante de l'histoire de notre famille. Nous avons trouvé et reconnecté avec une branche familiale injustement séparée. Ce n'est pas seulement moralement correct, mais ce sera aussi bénéfique pour l'entreprise. Bénéfique? Se moqua Camille. Faire d'un livreur un associé? Karim Ben Ali connaît Marseille comme personne. Il a des contacts, comprend le marché local. Avec lui, nous pouvons étendre notre présence dans le sud de la France et explorer le marché des vins naturels en pleine expansion. Les investisseurs commencèrent à murmurer entre eux, certains clairement intrigués par les possibilités commerciales. Camille, voyant qu'elle perdait du terrain, joua sa carte la plus sale. Et qu'en est-il de mademoiselle Dubois? A-t-elle aussi un plan d'affaires? Ou son seul talent est-il de séduire des hommes riches? Le silence fut assourdissant. Antoine fit un pas en avant, mais Marie l'arrêta d'un geste. « Mademoiselle Delacroix, dit-elle d'une voix claire, je comprends votre inquiétude pour les affaires familiales, mais permettez-moi de clarifier quelque chose. Je n'ai pas besoin de séduire qui que ce soit pour me défendre. Je travaille depuis mes 15 ans. J'ai soutenu ma famille. J'ai survécu à des humiliations que vous ne pouvez même pas imaginer. Si je suis ici, c'est parce que je crois en ce qu'Antoine fait. Corriger des injustices et construire des ponts. » Monsieur Duval la regarda avec un nouveau respect. La petite a du cran. « Ce qu'elle a, c'est du culot, » cracha Camille. « Antoine, si tu continues avec cette folie, je serai obligé de révéler certaines informations sur ta nouvelle associée. Tu parles de Laurent ?» Marie l'affronta directement. « Allez-y, racontez-leur comment j'ai dénoncé un voleur qui volait son entreprise. Racontez-leur comment j'ai préféré la vérité à la commodité. » Camille pâlit. Elle ne s'attendait pas à ce que Marie prenne les devants. Antoine prit la parole. « Messieurs, je vous demande de me faire confiance. Les changements que je propose ne sont pas seulement justes, ils sont nécessaires. Le monde change. Les entreprises qui n'évoluent pas, qui ne reconnaissent pas leurs erreurs et ne les corrigent pas, sont vouées à l'échec. » Après 2 heures de discussion animée, les investisseurs acceptèrent de donner à Antoine un délai de 6 mois pour prouver que ses plans étaient enviables. Camille sortit furieuse, mais non sans murmurer à Antoine « Ce n'est pas fini. » Ce soir-là, épuisés émotionnellement et physiquement, Antoine et Marie se retrouvèrent dans la bibliothèque. « Tu as été incroyable aujourd'hui, » dit-il. « Je devais le faire. Pour toi, pour nous, pour Sophie et Karim. Marie, il y a quelque chose que je dois te demander. »« Quoi ?» Antoine s'agenouilla devant elle. « Veux-tu m'épouser ?» Elle le regarda, stupéfaite. « Antoine, non, nous ne pouvons pas. Tout est trop compliqué maintenant. C'est précisément pour ça. Je veux que tout le monde sache que c'est réel, que je me fiche des conventions sociales. Je t'aime, Marie Dubois, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Les larmes coulèrent sur les joues de Marie. « Je t'aime aussi, mais donne-moi du temps. Laissons les choses se calmer un peu. Tout le temps dont tu as besoin, mais sache que ma décision ne changera pas. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Karim et Sophie arrivèrent à Bordeaux, et le processus d'intégration commença. Comme Antoine l'avait prédit, Karim se révéla être un atout précieux, apportant des idées fraîches et des contacts importants. Mais Camille n'avait pas abandonné. Un matin, Marie trouva une note glissée sous sa porte. « Je sais ce que tu as fait à Laurent. Je connais toute la vérité. Si tu ne disparais pas dans 48 heures, tout le monde la connaîtra aussi. » Les mains de Marie tremblèrent. Que pouvait savoir Camille de plus? Il y avait quelque chose que même Antoine ne savait pas, quelque chose qu'elle avait profondément enfoui dans son cœur. Au petit déjeuner, Antoine remarqua sa pâleur. « Que se passe-t-il ?»« Rien. J'ai juste mal dormi. » Mais Antoine la connaissait trop bien. « Marie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle hésita, puis décida de lui faire partiellement confiance. Elle lui montra la note, omettant ses propres craintes sur ce que Camille pouvait savoir d'autre. « Ça doit cesser, » dit Antoine avec détermination.
Je vais parler à Camille. Non, Antoine, laisse-moi gérer ça à ma façon. Cet après-midi-là, Marie chercha Camille. Elle la trouva au club de golf, entourée de ses amis de la haute société. « Nous devons parler, » dit Marie. Camille la regarda avec dédain. « Je n'ai rien à dire au personnel. C'est à propos de Laurent et de ce que tu crois savoir. » Cela capta l'attention de Camille. Elle s'excusa auprès de ses amis et emmena Marie dans un coin privé. « Que veux-tu ? Je veux savoir ce que tu crois savoir sur moi. » Camille sourit malicieusement. « Je sais que Laurent ne volait pas seulement de l'argent. Je sais que tu le savais depuis longtemps et que tu l'as utilisé pour le faire chanter. Je sais que tu as essayé de le forcer à t'épouser. » Marie sentit le monde s'effondrer. « C'est un mensonge. »« Vraiment ? J'ai des messages, Marie. Des messages où tu lui disais que s'il ne t'épousait pas, tu révélerais tout. Ces messages sont hors contexte. J'ai découvert le vol 1 semaine avant le mariage. Je lui ai donné la chance de confesser, de rendre l'argent. Je lui ai dit que s'il ne le faisait pas, je ne pourrais pas épouser un voleur. Il a interprété ça comme du chantage. Une histoire bien pratique. C'est la vérité. Et si tu veux utiliser ça contre moi, vas-y. Mais pose-toi une question, Camille. Qu'as-tu à y gagner? Crois-tu vraiment qu'en me détruisant, tu récupéreras Antoine? Camille l'étudia pendant un long moment. Ce que je ne comprends pas, c'est ce qu'il voit en toi. Peut-être voit-il quelqu'un de réel. Quelqu'un qui ne prétend pas être parfaite. La perfection est surévaluée, admit Camille étonnamment. Tu sais, dans un autre monde, nous aurions peut-être pu être amis. Dans un autre monde, peut-être. Mais dans celui-ci, je te demande juste de nous laisser tranquilles. Camille soupira. J'abandonne, non pas parce que tu m'as convaincu, mais parce que je suis fatigué. Antoine est perdu pour moi, je le vois maintenant. Mais fais attention, Marie. Le monde dans lequel tu entres peut être cruel avec ceux qui n'y sont pas nés. Quand Marie retourna au château, elle trouva le chaos. Un incendie avait commencé dans l'un des vieux chais. Antoine dirigeait les efforts pour le contrôler. « Marie !» cria-t-il en la voyant. « Où étais-tu ? J'étais inquiet. Que s'est-il passé ? On ne sait pas. Le feu a commencé soudainement. Nous avons perdu plusieurs tonneaux de la réserve spéciale. Les pompiers travaillèrent pendant des heures. Quand le feu fut enfin maîtrisé, le chef des pompiers s'approcha d'Antoine. « Monsieur Beaumont, ce n'était pas un accident. Nous avons trouvé des traces d'accélérant. Quelqu'un a délibérément allumé le feu. J'en ai bien peur. » Antoine regarda Marie. « Camille, je ne pense pas. Je lui ai parlé aujourd'hui. Je crois que c'est autre chose. » L'enquête révéla quelque chose d'inattendu. L'incendie avait été allumé par l'un des plus anciens employés, Monsieur Bernard, qui s'opposait au changement dans l'entreprise. Les Beaumont ont toujours été les patrons. Nous avons toujours été les ouvriers, confessa-t-il quand on le confronta. Maintenant, il veut faire n'importe qui associé. Qu'adviendra-t-il de nous, les loyaux depuis des générations? Antoine le regarda avec tristesse. Monsieur Bernard, les changements ne sont pas pour vous nuire. Ils sont pour que nous grandissions ensemble. Les paroles s'envolent, patron. Les actes parlent. Cet incident fut un tournant. Antoine convoqua une réunion avec tous les employés. « Je sais que le changement fait peur, commença-t-il. Je sais que certains pensent que je trahis les traditions. Mais laissez-moi être clair. Chacun d'entre vous fait partie intégrante de cette famille. Les changements que nous faisons sont pour assurer que les vignobles Beaumont prospèrent pour les générations à venir et que nous prospérions tous avec eux. » Karim prit la parole. « J'ai grandi en pensant que les Beaumont étaient des ennemis. Maintenant, je suis ici, non pas pour vous prendre quoi que ce soit, mais pour apporter ma contribution, pour prouver que nous pouvons tous grandir ensemble. » Marie, qui avait organisé des programmes de formation pour les employés, parla aussi. « Nous créons des opportunités d'études pour vos enfants, de meilleurs plans de santé, une participation aux bénéfices. Personne ne sera laissé pour compte. » Lentement, les visages hostiles commencèrent à s'adoucir. Madame Colette, respectée de tous, fit un pas en avant. « J'ai servi cette famille pendant 40 ans. J'ai vu Antoine grandir. Et je vous dis ceci, je ne l'ai jamais vu plus Beaumont que maintenant, quand il est prêt à reconnaître les erreurs du passé et à construire un avenir meilleur. » Les applaudissements commencèrent timidement, puis devinrent assourdissants. Ce soir-là, alors qu'ils examinaient les dégâts de l'incendie, Antoine trouva quelque chose dans les décombres, une boîte métallique qui était cachée dans le mur. « Marie, viens voir ça. » À l'intérieur, il y avait d'autres lettres, mais celles-ci étaient différentes. C'étaient des lettres de Yasmine à sa fille Sophie, des lettres qui n'avaient jamais été envoyées. Dans celles-ci, Yasmine expliquait pourquoi elle avait accepté de se séparer d'elle. « Ma fille bien-aimée, » lut Marie à haute voix, « ce n'est pas par manque d'amour que je t'ai laissé partir, mais par excès. Je savais que la famille Beaumont ne m'accepterait jamais, et je ne voulais pas que tu grandisses au milieu du mépris. Mais sache ceci, tu es aussi Beaumont que n'importe lequel d'entre eux.
Ton sang porte la force de 2 mondes. Il y avait aussi des photographies que personne n'avait jamais vues, y compris une de Charles tenant le bébé Sophie, son visage mêlant amour et angoisse. Nous devons les montrer à Sophie, dit Antoine. Quand Sophie vit les lettres et les photos, elle pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis des années. Toute ma vie, j'ai pensé que ma mère m'avait abandonné par honte, mais elle me protégeait, elle m'aimait. Karim serra sa mère dans ses bras. Maintenant, tu le sais. Et maintenant, tout le monde le sait. La presse locale eut vent de l'histoire. Bientôt, ce que Camille avait essayé d'utiliser comme scandale devint un récit de réconciliation et de justice. La famille Beaumont corrige des erreurs historiques, titrèrent les journaux. Un après-midi, alors que Marie aidait Sophie à organiser son nouveau bureau au château, la femme plus âgée lui dit « Tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout ça ? Que l'amour de ma mère et de Charles, qui semblait voué à l'échec, a fini par réunir la famille des générations plus tard. C'est comme si le destin avait pris son temps pour rendre justice, réfléchit Marie. Ou peut-être que le véritable amour trouve toujours son chemin, même si ça prend des décennies. Ce soir-là, Antoine demanda à nouveau Marie en mariage, cette fois dans la vieille chapelle où Charles et Yasmine se retrouvaient. « J'ai restauré cet endroit, » dit-il en lui montrant le magnifique travail de rénovation. « Je veux qu'il soit témoin d'un amour qui peut triompher. » Cette fois, Marie dit oui. La nouvelle de leur fiançailles fut accueillie avec joie par la plupart et avec résignation par les quelques-uns qui s'accrochaient encore aux vieux préjugés. Camille, étonnamment, envoya un cadeau, un ancien bracelet de la famille Beaumont. « Pour la nouvelle Madame Beaumont », disait la note, « qu'elle ait plus de chance que moi. » Alors que les préparatifs du mariage avançaient, Marie trouva une dernière surprise dans les archives familiales. Un testament de Charles, jamais exécuté, où il laissait une part considérable de sa fortune à Yasmine et Sophie. « Il a essayé de faire ce qui était juste à la fin, » dit Antoine quand ils le lurent ensemble. « Mais c'était déjà trop tard. Pour eux, oui. Pour nous, non. » Avec l'aide juridique appropriée, ils exécutèrent le testament. Sophie et Karim reçurent ce qui leur revenait de droit, non pas comme charité, mais comme justice tardive. La nuit avant le mariage, Marie ne pouvait pas dormir. Elle sortit dans le jardin et trouva Sophie regardant les étoiles. « Nerveuse ?» demanda la femme plus âgée. « Un peu. Tout ça semble encore un rêve. Ma mère disait que les rêves ne sont que des réalités qui n'osent pas encore exister. Toi et Antoine avez osé. C'est ce qui fait la différence. » Le matin du mariage se leva radieux sur les vignobles Beaumont. La chapelle restaurée brillait sous le soleil de printemps, ses murs de pierre couverts de glycine et de jasmin. C'était le même endroit où Charles et Yasmine s'étaient aimés en secret, maintenant témoins d'un amour qui osait se montrer au monde. Marie se regarda dans le miroir, pendant que Madame Colette et Sophie l'aidaient avec les derniers détails de sa robe. Ce n'était pas une robe ostentatoire comme celle qu'elle avait achetée pour son mariage raté avec Laurent, mais une robe simple et élégante que Sophie elle-même avait brodée avec des motifs traditionnels marseillais. « Tu es magnifique, ma petite, » dit Madame Colette avec des larmes dans les yeux. « Ma mère serait si fière, » ajouta Sophie en plaçant le voile. Ce voile, elle l'a porté le jour de son mariage avec mon père adoptif. Elle disait que même si elle n'avait pas pu épouser son véritable amour, le voile porterait ses bénédictions à celle qui pourrait vivre cet amour librement. Dans une autre pièce, Antoine se préparait avec Karim, qui avait accepté d'être son témoin. « Nerveux, cousin ?» demanda Karim en l'aidant avec sa cravate. « Impatient, plutôt. J'ai l'impression que toute ma vie a été une préparation pour ce moment. » « C'est drôle comme la vie nous mène par des chemins inattendus, » réfléchit Karim. « Il y a 1 an, je détestais le nom Beaumont. Maintenant, je suis ici, témoin au mariage de l'héritier. Je ne suis pas seulement l'héritier, » corrigea Antoine. « Je suis ton cousin, ton associé, ton ami. Et aujourd'hui, grâce à Marie, nous serons officiellement une famille. » La cérémonie fut intime mais significative. Parmi les invités se trouvaient les employés du château, quelques investisseurs qui avaient soutenu les changements, des voisins du village et, étonnamment, Camille, qui était venue avec son nouveau compagnon et une attitude plus sereine. Le père Pierre, un vieil ami de la famille qui connaissait toute l'histoire, officia la cérémonie. « Nous sommes ici réunis non seulement pour unir 2 personnes, commença-t-il, mais pour célébrer la guérison d'une famille et le triomphe de l'amour sur les préjugés. » Quand vint le moment des vœux, Antoine prit les mains de Marie. « Marie Dubois, tu es entrée dans ma vie comme un murmure du destin. Tu m'as appris que les trésors les plus précieux ne sont pas dans des coffres forts, mais dans les cœurs courageux. Tu m'as montré que la vraie noblesse ne vient pas du sang, mais des actions. Je te promets de t'aimer, de te respecter et de construire avec toi un avenir où l'amour ne connaît pas de barrières. » Marie, les larmes aux yeux, répondit « Antoine Beaumont, tu m'as rendu la foi en l'amour quand je pensais l'avoir perdu. Tu m'as appris que les fins peuvent être de nouveaux commencements
et que les blessures peuvent devenir des ponts. Je te promets d'être ta compagne, ton soutien et ton amour, dans les vignobles et au-delà, dans l'abondance et dans la simplicité, tous les jours de ma vie. Quand le père Pierre les déclara mari et femme, les applaudissements résonnèrent non seulement dans la chapelle, mais dans les vignobles environnants, où les travailleurs célébraient l'union. La réception eut lieu dans les jardins du château. C'était un mélange parfait de traditions. Des musiciens bordelais alternaient avec des chanteurs provençaux que Karim avait amenés. On servit des plats des deux régions, et bien sûr, les meilleurs vins du domaine Beaumont-Ben Ali. Le moment le plus émouvant arriva quand Sophie se leva pour porter un toast. « Pendant 40 ans, j'ai été un secret », commença-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Aujourd'hui, grâce à ces deux jeunes gens courageux, je suis une partie reconnue de cette famille. Ma mère et Charles Beaumont se sont aimés dans l'ombre. Antoine et Marie s'aiment au grand jour. Que leur union soit le symbole que l'amour véritable trouve toujours son chemin. » Karim ajouta « J'ai grandi avec du ressentiment envers un nom. Aujourd'hui, je célèbre deux noms unis. Que les Beaumont-du-Bois soient l'exemple que les familles se construisent avec l'amour, pas seulement avec le sang. » Camille, à la surprise de tous, demanda aussi la parole. « Je ne vais pas mentir, au début, je me suis opposé à cette union. Mais j'ai appris que l'amour véritable ne suit pas les règles que nous inventons. Antoine, Marie, je vous souhaite tout le bonheur que je n'ai pas su trouver dans les conventions. » La fête continua jusqu'à l'aube. Les mariés dansèrent sous les étoiles, les mêmes astres qui avaient été témoins de l'amour interdit d'une autre époque. Avant de partir en lune de miel, Antoine et Marie visitèrent la tombe de Charles et y déposèrent le médaillon qui avait tout déclenché. « Grand-père, » dit Antoine, « ton secret est devenu notre salut. Merci d'avoir gardé ces preuves d'amour. Nous promettons d'honorer ta mémoire et celle de Yasmine en vivant l'amour que vous n'avez pas pu vivre. » 1 an après le mariage, les vignobles Beaumont-Ben Ali lancèrent leur ligne la plus réussie. Réconciliation, un assemblage unique combinant des raisins de Bordeaux avec des techniques apprises à Marseille. L'étiquette montrait 2 vignes entrelacées, symbole des familles unies. L'entreprise prospéra sous la direction conjointe d'Antoine et Karim, avec Marie dirigeant les programmes sociaux qui bénéficiaient aux travailleurs et à leurs familles. Sophie devint l'historienne officielle de la famille, documentant non seulement le passé, mais créant des archives pour les générations futures. 2 ans plus tard, quand Marie donna naissance à leur première fille, ils l'appelèrent Yasmine Marguerite, en l'honneur de la grand-mère qu'ils n'avaient jamais connue et de l'arrière-arrière-grand-mère dont le portrait avait gardé le secret. « Un jour, nous lui raconterons toute l'histoire, » dit Antoine, en tenant sa fille. « Et nous lui apprendrons que l'amour véritable peut briser n'importe quelle barrière, » ajouta Marie. 5 ans après ce jour où Marie avait trouvé le médaillon, la famille se réunit pour inaugurer le musée de la mémoire Beaumont-Ben Ali, où étaient exposées les lettres, photographies et objets qui racontaient l'histoire complète. Dans son discours inaugural, Marie dit « Ce musée n'est pas seulement sur le passé. Il est sur le courage de reconnaître les erreurs, la bravoure de changer de cap et la certitude que l'amour, quand il est véritable, transcende les générations. » Laurent, l'ex-fiancé de Marie, leur envoya une lettre de félicitations pour l'inauguration. « Marie, il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en te laissant à l'hôtel, je t'ai libérée pour trouver ton véritable destin. Merci d'avoir eu le courage de me dénoncer. Tu m'as obligé à devenir une meilleure personne. Je te souhaite à toi et ta famille tout le bonheur du monde. » 10 ans plus tard, Yasmine Marguerite et ses frères et sœurs couraient entre les vignes, tandis que leurs cousins, les enfants de Karim, les poursuivaient en jouant. Sophie, maintenant âgée mais pleine de vie, les observait depuis le porche avec un sourire. « Tu sais ce qu'il y a de plus beau ?» dit-elle à Marie un après-midi en prenant le thé. « Que ces enfants grandiront sans connaître le rejet familial, sans secret qui les poursuivent. Ils grandiront en sachant que l'amour est plus fort que n'importe quel préjugé, » acquiesça Marie. Ce soir-là, alors qu'Antoine et Marie marchaient entre les vignobles sous la pleine lune, il s'arrêta à l'endroit même où il s'était réfugié de la pluie tant d'années auparavant. « Tu te souviens de ce jour ?» demanda-t-il. « Comment l'oublier? C'est ce jour-là que j'ai su que je t'aimais, même si j'avais peur de l'admettre. J'ai su que je t'aimais dès le moment où tu as dit que les secrets du passé doivent être découverts pour pouvoir guérir. » Ils s'embrassèrent sous les mêmes étoiles qui avaient vu naître et mourir des amours à travers les générations de Beaumont. Mais cette fois, l'amour avait vaincu. Dans les années qui suivirent, l'histoire des Beaumont-Ben Ali devint une légende locale. Des livres furent écrits, des documentaires filmés. Mais pour la famille, le plus important n'était pas la célébrité, mais la leçon apprise. Chaque année, à l'anniversaire du jour où Marie avait trouvé le médaillon, la famille se réunissait dans la chapelle restaurée pour se rappeler que l'amour véritable ne connaît pas de barrière de classe, que les erreurs du passé peuvent devenir des bénédictions futures et que parfois les plus grands trésors sont cachés dans les endroits les plus inattendus.
attendant d'être découverts par des cœurs courageux. Et ainsi, ce qui avait commencé comme un secret enterré dans la honte fleurit en une histoire d'amour, de réconciliation et d'espoir qui inspira des générations. Car, comme le disait la devise sur chaque bouteille de réconciliation, ce qui naît du sol oublié peut aussi fleurir. Et dans les vignobles Beaumont-Ben Ali, l'amour fleurit plus beau que jamais, arrosé par des larmes de joie et nourri par la vérité. Marie se retrouvait souvent dans la bibliothèque, maintenant devenue son lieu de réflexion préféré, regardant le portrait de Dame Marguerite qui avait gardé le secret pendant si longtemps. « Merci », murmurait-elle, « d'avoir fait confiance que quelqu'un aurait le courage de chercher la vérité. » Et si l'on regardait attentivement, on pourrait presque jurer que les yeux sévères du portrait brillaient d'approbation. Car au final, l'amour trouve toujours son chemin. Il a juste besoin de cœurs courageux, prêts à défier les conventions, et à croire que les fins heureuses ne sont pas seulement pour les contes de fées, mais pour ceux qui osent écrire leur propre histoire. Cette histoire nous rappelle que l'amour véritable peut guérir les blessures les plus profondes, et que les secrets du passé peuvent être la clé d'un avenir meilleur. Avez-vous trouvé l'amour dans des endroits inattendus? Croyez-vous que les secrets de famille doivent être révélés ou gardés? Racontez-moi vos expériences dans les commentaires. Likez si cette histoire a touché votre cœur et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires d'amour et de dépincement de soi. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire à nouveau en l'amour. Et dites-moi de quelle ville nous regardez-vous? Que l'amour véritable fleurisse dans vos vies comme il a fleuri dans les vignobles Beaumont-Ben Ali. Avec affection depuis Bordeaux, je vous attends pour notre prochaine histoire.